Bonjour tout le monde! Écoutez, aujourd'hui, je prends quelques minutes pour vous expliquer notre nouveau panel de discussion qu'on va créer à l'Agence Québec Rive-Sud, qui est vraiment là pour faire de l'éducation financière, puis en même temps, prendre la collaboration de nos conseillers en sécurité financière au sein de notre agence pour vous expliquer un peu certains concepts financiers, que ce soit des conseillers qui sont plus poussés aussi dans certains concepts pour entreprises ou même aux particuliers. Vous expliquer c'est quoi les bases de ces concepts-là, puis à qui ça pourrait être bon. Puis tout simplement vous montrer aussi qu'est-ce qu'on est capable de faire comme type de recommandation professionnelle. Puis inévitablement aussi, vous montrer qu'est-ce qu'on est capable de faire à l'Agence Québec Rive-Sud pour que vous puissiez venir nous voir en agence ici puis prendre rendez-vous avec nos conseillers. Puis si jamais, par exemple, vous désirez aussi en rencontrer quelques-uns, toutes les informations vont être disponibles sur notre page Facebook. Simplement nous écrire à cet effet-là. Puis je prends le temps aussi de remercier notre partenaire, là, M. Marc-Antoine Dubé, qui est propriétaire de l'entreprise Votre Studio Créatif, qui nous aide dans ce projet-là. Bonjour, bienvenue sur le podcast numéro 5 de l'Agence Québec Rive-Sud. Gros sujet aujourd'hui, puis je suis content d'être avec vous deux, messieurs. Jérôme Thibault, Michael Gravel, directeur des ventes chez nous. On a un sujet, je pense, qui est une passion commune, là. On va parler de la carrière chez IA, des opportunités de carrière qu'on a. Puis j'étais fébrile, je m'en venais, j'ai tellement d'affaires, j'ai envie de jaser à propos de ça, puis de vous entendre, surtout, sur différents sujets. Mais avant ça, j'aimerais ça qu'on prenne peut-être le temps de se présenter un peu plus. Je vais commencer par moi-même, Simon Gosselin. Je suis avec IA depuis 2008. Parcours universitaire en administration, je me cherchais un peu. Puis moi, c'est vraiment l'amour des gens qui m'a amené dans ce domaine-là. J'aime pouvoir aider le monde, j'aime pouvoir être une référence pour ces gens-là. Dans un domaine qui est tout le temps en constante évolution, ben, je me suis dit, il n'y aura pas de routine à ce niveau-là. Puis un jour, j'ai eu l'appel de la gestion. Fait que j'ai commencé en 2008 comme conseiller. Ensuite de ça, ben, comme directeur des ventes en 2009, à pouvoir partager mon savoir puis mon amour pour cette carrière-là. Puis ben, j'ai fait un bon bout de chemin comme directeur des ventes, 12 ans. Après ça, ben, j'ai eu une autre opportunité qui m'a déraciné de ma rive sud montréalaise vers la région de Québec. Puis ben, aujourd'hui, comme directeur d'agence, je le dis en toute humilité, là, mais une des plus belles agences au Québec. Vraiment avec une gang incroyable. Puis vraiment content d'être avec vous, partager ça. Fait que je te laisserai la parole, Jérôme. Si tu veux. Bien sûr. Plaisir partagé, Simon et Michael, de pouvoir être présent avec vous sur le podcast. Pour me présenter, moi, je suis dans les services financiers depuis 2016, plus précisément depuis 2021 avec IA Groupe Financier. Puis en février 2023, Simon m'a fait confiance pour prendre un poste de directeur des ventes. Donc, nous voici aujourd'hui. Michael? Merci, plaisir partagé, Jérôme. Michael Gravel, en fond, je suis un petit gars originaire de Saguenay, de Chicoutimi, un peu comme Simon, par l'amour des gens, mais sans nécessairement trop savoir qu'est-ce que je voulais faire dans la vie. 2016 est arrivé, puis j'ai rencontré en fait mon ancien patron, on pourrait dire. Puis c'est lui qui m'a vraiment fait introduire le milieu des services financiers. Puis en cours de parcours, ben, je pense que de façon naturelle, on peut dire que je suis un leader. Puis de façon naturelle, en 2020, j'ai eu une opportunité de devenir directeur des ventes. Puis ben, me voici aujourd'hui dans la grande agence qui est Québec Rive-Sud. Good, ben merci. Fait que, on commence dans le vif du sujet, messieurs. Je vais commencer avec toi, Michael. Oui. Moi, ça savoir, moi, qu'est-ce qui fait que tu as décidé d'embarquer avec IA à l'époque là, comme conseiller? Ben, un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est sûr que je pense qu'au préalable, je me cherchais, on va dire, j'étais aux études, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Mais quand je m'étais fait approcher, il y a un aspect de la carrière que j'ai trouvé un peu le nerf de la guerre, qui était dans le fond d'un service financier, un peu entrepreneur. Il faut que je monte ma clientèle. Fait que la bonne nouvelle, c'est qu'il ne manquera jamais d'assurance vie et de REER. Par contre, il y avait en fait le nerf de la guerre qui était de trouver des clients. Fait que prenant pour acquis que j'allais pas avoir de difficulté à trouver des clients, ce qui me restait à valider, c'était est-ce que le client que je vais rencontrer, je vais être en mesure de lui donner le service et les conseils sur vraiment tout ce qui peut attrait aux services financiers. Puis Industriel Alliance, je dirais, c'est un peu dans le coffre à outils qu'on a. Fait que honnêtement, tu sais, des fois, les gens vont nous associer IA, assurance.
Mais il faut comprendre, je pense qu'on en a parlé un petit peu plus en détail tout à l'heure, qu'on est vraiment en mesure d'équiper notre client de A à Z en tant que conseiller financier. Puis c'est ça vraiment qui m'a fait embarquer dans la grande famille d'Industrielle Alliance. Bon point. Puis oui, on va en reparler tantôt un peu là, du coffre à outils, là, mais de savoir justement qu'on va tout le temps avoir la solution pour le client. Good. Puis j'aimerais ça savoir après ça, tu sais, parce que des fois, on se retrouve à avoir un peu un Y. Il y en a qui vont vouloir, après un démarrage comme conseiller, ils ont du succès, puis ils vont vouloir vraiment amener ça peut-être à un autre niveau, puis pousser dans cette direction-là. Puis il y en a qui vont se dire, moi, j'aimerais ça peut-être pouvoir redonner un peu à des nouveaux conseillers, de pouvoir voir comment je serais capable d'amener ça à un autre niveau. Puis là, il va avoir fait que le Y qui dit, je m'en vais peut-être plus vers la direction de conseiller à un autre niveau ou la gestion. Puis toi, pourquoi avoir choisi la gestion? Écoute, Simon, pour répondre à la question, quand j'ai introduit le milieu des services financiers, bien évidemment, le but premier, je pense, que d'un conseiller en sécurité financière, c'est de conseiller les gens. Fait que c'est d'apprendre à les connaître, d'apprendre à savoir qu'est-ce qui est important pour eux, pour après ça, vraiment leur donner le meilleur conseil. Puis en cours de route, avec des collègues de travail, de façon naturelle, je pense, je me suis permis de guider, influencer, même, on pourrait dire, d'inspirer certaines personnes. Puis, comme je disais tout à l'heure, en 2020-2021, il y a une opportunité qui est venue à moi. Puis, franchement, j'ai toujours été quelqu'un, je pense, qui avait le goût de monter, gravir les échelons à l'intérieur d'une compagnie. Fait qu'un peu de parler du rôle qui était le directeur des ventes, de parler un peu de qu'est-ce que moi je recherchais. De façon naturelle, c'est venu sur la table. Fait que, Parce que déjà, là, tu sais, comme conseiller, tu avais ce leadership-là qui amenait le monde à vouloir t'écouter et embarquer dans... En plein ça. Puis, tu sais, de plus personnel aussi, tu sais, je venais d'une famille où mon grand-père avait parti son entreprise dans le funéraire. Fait que j'ai pas été dans ce milieu-là. Mais c'est ça. Fait que de façon naturelle, pour moi, ça a été quelque chose, je dirais pas de facile, mais ça a été quelque chose qui s'est fait naturellement. Good. Puis Jérôme, j'aimerais ça t'entendre, c'est comment tu vois ton rôle justement comme directeur? Parce que des fois, la vision qu'on a de ce qui se passe dans cette chaise-là, puis commencer, ça a l'air plus facile que c'est, mais j'aimerais ça t'entendre comment tu vois ton rôle de directeur. Écoute, tu as absolument raison, parce que, un peu comme Michael, quand on a fait le saut de conseiller vers le poste de directeur, on avait une idée préconçue de c'était quoi le poste. Mais au final, la réalité est vraiment différente une fois que tu t'assis dans la chaise d'un directeur des ventes. Puis, on a plusieurs chapeaux comme directeur des ventes. T'sais, on va s'occuper de la formation, on va s'occuper de l'accompagnement avec nos nouveaux conseillers, du recrutement, des ressources humaines aussi. Mais si je peux te résumer ça en un mot, je vais te dire, moi, je suis un débroussailleur. Je vais t'expliquer c'est quoi. Quand on a un nouveau conseiller qui va commencer dans la carrière, il va être fébrile, il va être excité, il va avoir hâte de commencer, mais quand il regarde en avant, hey, on start comment? C'est quoi qu'on fait? Fait que c'est quoi la première étape? Comme DV, comme débroussailleur, c'est je vais te prendre par la main, puis on va avancer ensemble, puis on va tracer ton chemin. Fait que les premiers appels, on va y faire ensemble. Les premières rencontres, on va y faire ensemble. Je vais te donner mes outils pour comment agir comme conseiller. C'est quoi les trucs à savoir? C'est quoi les bonnes pratiques à faire? Puis aussi, après ça, c'est de donner les bonnes méthodes de travail que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien comme conseiller. Fait que le but premier du directeur des ventes, je pense que c'est vraiment de donner la recette à ses conseillers pour qu'ils puissent avoir une carrière prospère puis éventuellement évoluer vers des postes à la direction ou avoir une carrière de conseiller senior à succès. Fait que moi, je vois ça de même. Recette, on en parle souvent de la recette à succès. Puis chacun peut mettre ses petites épices, mais il y a quand même des bases qui reviennent. Puis je voudrais, tu sais, on va un peu plus loin. C'est quoi ta valeur ajoutée que tu pourrais dire là, comme directeur? Qu'est-ce qui fait que tu te démarques pour ton équipe? C'est sûr que quand on prend sous notre aile un nouveau conseiller dans une nouvelle carrière, puis souvent on va avoir des conseillers, des nouveaux candidats qui vont avoir lâché leur carrière, puis qui vont faire un saut dans une carrière qu'ils connaissent pas du tout. Les finances, c'est un monde qui est assez compliqué. Fait que on a une responsabilité envers ces conseillers-là qui nous ont fait confiance pour se lancer dans notre domaine, puis c'est de les amener à réussir. Puis ça, comment qu'on fait ça? Moi, je vais donner mon 110%, puis on va peut-être, si je peux me permettre aussi,
je suis 100% d'accord avec Jérôme, mais c'est un peu aussi le rôle de coach. Si demain matin, exemple, je veux faire un sport d'élite, bien évidemment, je peux commencer à faire mes choses toute seule puis de devenir excellent. La seule affaire, c'est d'avoir un coach, d'avoir une vision externe pour te guider, t'accompagner, te montrer comment faire. Ou même des fois de dire, si, exemple, je suis mon chemin puis je pourrais aller vers la gauche, mais que finalement, je suis en train de prendre le champ, ben juste de te faire ramener, je pense que ça peut être bon. Fait que personnellement, parce que comme on disait tout à l'heure, je pense que c'est vraiment d'accompagner, de coacher, je peux dire, les gens qui viennent dans notre carrière. Absolument. Puis on a tous fait des gaffes dans notre carrière, soit en début, même en cours de route. Fait que comment qu'on peut enseigner ça à nos conseillers pour ne pas refaire les mêmes gaffes qu'on a fait, puis peut-être améliorer leur processus pour qu'ils s'enfargent dans les mêmes gaffes qu'on a faites nous-mêmes. Là. Ben, j'aime ça ce que tu dis. On a-tu besoin de tout le temps refaire les mêmes erreurs? Puis, tu sais, je le dis souvent en entrevue. On a une compagnie qui existe depuis plus de 130 ans, qui gère au-dessus de 200 milliards. On a tout un support qui est en arrière aussi. Profitons de ça, profitons de cette expertise-là. Puis, tu sais, Michael, tu l'as dit tantôt, ça ne fait pas nécessairement vers quel domaine te diriger. Fait que c'est pas tout du monde qui sont sortis du secondaire, qui ont été aux études, puis se sont dit, moi, je veux devenir conseiller en sécurité financière. Des fois, j'ai entendu parler de la carrière par quelqu'un d'autre. Je savais pas si ça s'appliquait à moi. Puis là, finalement, je me rends compte que ça m'intéresse. Bien, quelqu'un qui décide de faire le saut, il avait sa carrière, il était heureux, puis ça vient chez nous. Faut que ça marche, pareil. Ça vient qu'une responsabilité. Exact. Ouais, Exactement. Puis, on va aller un petit peu ailleurs. Parce que quelqu'un, justement, là, qui est dans sa carrière, puis qui nous rencontre, puis ça m'intéresserait, je me suis déjà fait dire je serais bon comme conseiller, puis tout ça. Mais avant de faire le saut, des fois, on parle des perspectives d'avenir, tu sais. Puis, je voulais t'entendre là-dessus, Michael. C'est quoi ton regard par rapport à la carrière? Tu sais, avec les nouvelles technologies, avec les fintech, l'intelligence artificielle, les robots conseillers, c'est quoi l'avenir pour un conseiller en sécurité financière? Écoute, très bonne question. C'est sûr que, si on peut se promener des fois sur les réseaux sociaux, peut-être des croyances dernièrement qui se sont installées, que la carrière du conseiller financier n'existera plus dans 5 ans, dans 10 ans, parce que l'intelligence artificielle va un peu nous voler notre carrière. Personnellement, puis même, je dirais assez fermement, c'est faux. Pourquoi? Parce que, comme j'expliquais tantôt, je pense que notre rôle, c'est pas nécessairement de dire, écoute Simon, ça te prend de l'assurance vie, ça te prend un REER. Peut-être que fort probablement la réponse est oui, mais au préalable, je le sais pas. Fait qu'encore là, je pense que le contact humain, la relation aussi qu'on est en mesure de créer avec nos clients, ça c'est quelque chose d'essentiel et d'extrêmement important. Je dirais même qu'un conseiller financier qui ferait affaire, mettons, avec un client qui n'a pas nécessairement développé de relation ou peut-être poser le genre de questions, qu'est-ce qui est important pour le client. Pas nécessairement que c'est un mauvais conseiller, mais peut-être que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Fait que première des choses, je pense que notre carrière ne disparaîtra jamais. Puis d'autant plus que moi, j'ai tout le temps une vision aussi qui acceptait le changement. Fait que, pour répondre peut-être plus en profondeur à ta question par rapport à la technologie, je pense que ce n'est pas nécessairement de se battre contre elle, mais de l'utiliser pour devenir meilleur. Tantôt, on expliquait comme directeur des ventes, même comme directeur d'agence, qu'on est des leaders au bureau ici. Bien, je pense que notre rôle n'est pas nécessairement de fuir les changements ou la technologie, mais de l'utiliser à bon escient pour devenir meilleur comme conseiller, mais de devenir meilleur même pour nos clients. Absolument, absolument. Ouais. J'ai un peu la même vision que toi, tu sais. Le meilleur exemple, quelqu'un qui veut se remettre en forme, Google peut te fournir ça, tu sais. Par contre, ça ne remplacera jamais, je pense, un bon entraîneur privé qui va t'accompagner, qui va te coacher. La même chose, tu vas améliorer tes finances. Google peut faire ça, tu sais. Si c'est juste de la vente de produits qu'on faisait, peut-être ça serait un peu plus remplaçable, mais le volet coaching, accompagnement va être là aussi, puis éducation à travers le temps. En plein ça. Puis souvent aussi, avec les clients, je vais faire un parallèle entre, vous, comme client, qui est à la recherche peut-être, mettons, de conseils financiers, êtes-vous plus à la recherche d'un service à clientèle ou justement d'un service conseil? Le service à clientèle, au final, dans le fond, je vais appeler à quelque part, puis je vais poser la question et je vais me faire répondre en fonction de ma question. Mais souvent, en finance, les clients ne savent même pas
qu'est-ce qu'il faudrait réellement qu'il y ait. Fait que d'où le service conseil. C'est comme souvent, je fais un parallèle en disant, le matin, j'ai un problème de santé. Si je vais à l'urgence, ils ne me diront pas, Michael, tu as le cancer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont me passer des examens, une prise de sang, peut-être des radiographies, des batteries de en plein ça, des examens pour après ça m'arriver avec un diagnostic. Notre rôle, je pense, c'est un peu la même affaire. Puis c'est pour ça que je pense quand même que notre rôle ne disparaîtra jamais en fonction de l'intelligence artificielle. Oui, je pense que peut-être qu'il y a certaines choses pour les clients, exemple pour leur espace client, peut-être un client qui a une question par rapport à des relevés, ces choses comme ça, ça félicite notre travail. Mais par contre, je pense que le conseil va toujours demeurer présent. Puis si je peux me permettre aussi, il y a des gens qui vont toujours vouloir faire affaire avec une personne. Il y a des gens, même qu'au téléphone, sont réticents à faire des transactions quelconques. Fait que c'est sûr qu'avoir le contact humain, ça disparaîtra jamais. Puis il y a toujours des gens qui vont avoir besoin d'un contact humain pour se faire rassurer, puis aussi aller de l'avant. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont peut-être pas nécessairement la discipline ou l'envie de faire un move de leur plein gré. Ils vont souvent avoir besoin d'un petit coup de main dans le dos pour aller de l'avant puis passer à l'action. Fait que c'est pour ça que le rôle du conseiller disparaîtra jamais avec l'intelligence artificielle ou l'avancée des technologies. Comme Michael disait tantôt, je pense que ça va juste être un outil supplémentaire à la carrière des conseillers pour faciliter leur travail. Supporter et s'assurer qu'on fait un meilleur travail. Absolument. Hey, on est tous sur la même page en plus là-dessus. Ça ne sera pas un débat, hein? On est sur la même page. On va aller encore là, on se promène un peu. Tu sais, pourquoi, puis j'aimerais ça t'entendre, Jérôme, là-dessus, pourquoi notre modèle d'affaires, il est un peu différent, puis il va se distinguer de ce qu'on va voir en entreprise. Je parle pas juste dans le même domaine, mais général, là, que ça soit quelqu'un qui est dans un... On va parler, mettons, de l'accueil d'un nouveau conseiller chez nous, mais j'aimerais ça t'entendre. C'est où qu'on se démarque? Bien, absolument. Puis, à défaut de répéter des petits points qu'on a dit tantôt, la plus-value qu'on va trouver avec notre compagnie, c'est vraiment l'accompagnement qu'on va donner avec tous les membres de l'équipe, que ce soit des conseillers, que ce soit les membres de la direction, que ce soit toi envers nous, nous envers les conseillers, même le siège social, l'équipe de spécialistes qui est là pour nous supporter, le coffre à outils, comme Michael disait tout à l'heure. Fait qu'on a tout en place pour avoir du succès dans notre entreprise, mais c'est le côté humain. Donc, les gens avec nous dans notre équipe, je pense que tout le monde est content de travailler ici. Tout le monde, on a un bel esprit d'équipe. Donc, tout le monde, puis aussi un beau sentiment d'entraide. Fait que, tu sais, on va croiser quelqu'un dans le corridor. « Hey, j'ai tel dossier, tu connais tout ça un peu? Moi, je suis pas tant à l'aise avec ça. » « Ben oui, viens-t'en, on va le regarder ensemble. C'est un échange de conseils, un échange de bonnes pratiques. » Fait que je pense que c'est vraiment ça où on fait la différence. Puis, c'est le support qui est en place. Tu sais, on a une équipe de direction qui est là pour venir supporter les nouveaux conseillers. Puis, moi, j'ai commencé ma carrière dans un autre cabinet, pour ne pas les nommer. Puis, le support, c'est deux mondes complètement différents. On a vraiment une structure ici qui est en place pour avoir nos conseillers qui débutent en carrière pour qu'il y ait du succès. Ce que j'avais avant, oui, il y avait un gestionnaire. Par contre, le gestionnaire, il y avait encore une clientèle. Puis, donc, il n'y avait pas nécessairement 100% de son temps alloué à ces nouveaux représentants pour bien performer. Nous, on a un modèle qui est complètement différent. On est vraiment dans l'accompagnement. Les directeurs des ventes, ils ont un mandat. C'est la réussite de ces conseillers au final. Puis, tu sais, c'est peut-être, pour me permettre, Jérôme, c'est là un peu je m'en allais, c'est que, tu sais, notre rôle, en fait, mon rôle, celui de Jérôme, même pendant plusieurs années, Simon, tu as fait ça, notre rôle, c'est 100% consacré à développer et aider les nouvelles personnes qui rentrent chez nous. Fait que c'est sûr que, tu sais, je ne veux pas nécessairement dire que c'est parfait, mais c'est sûr que si on regarde qu'est-ce qui peut se faire ailleurs, exemple, je prends l'exemple de Jérôme de où qui arrivait, bien, fort probablement un directeur qui a une clientèle aussi à gérer, c'est sûr que son temps, je ne sais pas, un 40 heures, 50 heures par semaine, qui est investi en temps, bien évidemment qu'il ne peut pas mettre autant d'efforts et d'énergie parce qu'il y a aussi une clientèle à desservir. Fait que ça, je pense que ça fait que les gens qui rentrent ici, le fameux onboarding qu'on appelle, sont pris en charge à 100%. Puis on parle beaucoup des nouveaux conseillers, mais c'est une question des fois que certains vont me poser en entrevue, OK, tu sais, pendant le stage, pendant mon démarrage, tout ça, mais après ça, il va se passer quoi?
Puis souvent, je vais donner l'exemple. Tu sais, on a des conseillers que ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans qu'ils sont chez nous. Et ils ont des besoins aussi. Ils ont un directeur des ventes qui est là aussi pour pouvoir les aider. Bien évidemment, il ne fera pas la même chose. Tu sais, il va avoir un rôle différent, mais ça va être... Parce que chaque conseiller a ses forces, ses faiblesses. Fait que le directeur des ventes va pouvoir s'assurer de regarder. Puis des fois, c'est pas d'être meilleur que la personne. Quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, ça fait 16 ans que je suis là, il peut dire qu'il a plus d'expérience que moi, mais je vais avoir une vision différente aussi. Fait que de pouvoir se challenger à ce niveau-là, ça va être la raison pour laquelle mon cell sonne aussi souvent, à plein d'heures, comme on en parlait tantôt. Mais le monde, il y a une petite question. Mais je voudrais avoir l'avis de Simon, de Michael, de Jérôme. Puis aussi, si je peux me permettre, c'est quand un conseiller travaille son dossier, puis que ce soit un nouveau conseiller ou que ce soit un conseiller d'expérience, comme tu disais, que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'il fait cette carrière-là, puis qu'il en a vu toutes les sortes, bien, quand on travaille un dossier avec notre client, on est quand même lié émotionnellement dans la transaction, puis des fois, on peut avoir des œillères, si je peux le dire comme ça, fait qu'on ne voit pas nécessairement l'ensemble du dossier. Mais avoir quelqu'un d'autre qui vient regarder le dossier avec nous puis est capable de peut-être cibler des choses ou voir des choses différemment, comme tu disais, bien, la différence se fait là aussi des fois. Là. Fait que ce soit un conseil d'expérience, bien, des fois, avoir un œil objectif qui va regarder le dossier, on est peut-être capable de cibler ou de trouver des solutions différentes qui vont être plus avantageuses pour le client. Oui, de là l'importance d'être entouré des bonnes personnes. Michael, poser une question. Oui. Tantôt, tu en as parlé un peu. Tu as parlé du coffre à outils. J'aimerais ça qu'on revienne un peu là-dessus. Je pense en lien avec... on parle beaucoup de l'approche globale. Ouais. Okay, l'approche globale, c'est quoi l'approche globale? Bien, l'approche globale, mettons, je te résume ça rapidement, c'est ne pas être un vendeur pour notre client. Puis souvent, mettons, peut-être même des gens qui vont nous écouter vont penser ça. Le conseiller financier en assurance, ben, c'est un vendeur d'assurance. La réponse est faux. Pourquoi? Peut-être qu'il y en a dans le milieu, on ne sait pas. Mais en fait, c'est que c'est juste, je pense que c'est de ne pas vendre quelque chose. Quand on parle d'offre globale, approche globale, c'est vraiment de dire, puis je l'ai résumé un petit peu rapidement tout à l'heure, c'est vraiment de juste prendre le temps avec le client pour voir qu'est-ce qui est important. T'sais, on est dans le milieu de l'assurance, les placements. C'est sûr qu'on va venir à parler de l'assurance. Mais si je rencontre Simon, je ne sais pas si on va aller dans de l'assurance. Puis on a un modèle d'affaires qui fait que des fois, on va beaucoup poser des questions, beaucoup apprendre à connaître le client. Je donne un exemple. Mettons, Simon, 3 écoles de pensée par rapport à l'assurance vie. La première, c'est que si tu décides de faire de façon prématurée, tes proches s'arrangeront. La deuxième, tu veux au moins payer avoir le strict minimum pour exemple, mettons, couvrir tes dettes. Puis le troisième, c'est que si t'arrive quelque chose, ben, tu veux laisser une forme d'héritage, un remplacement de revenus. T'es laquelle de ces trois-là, Simon? Mettons exemple. Troisième, parfait. À l'heure actuelle, est-ce que tu es sûr à 100% que si tu décéderais de façon prématurée, c'est ce qui arriverait? Fait que, tu sais, au final, plus c'est le genre de questions qu'on peut poser à nos clients pour vraiment comprendre la situation du client, puis aussi savoir qu'est-ce qui est important pour le client. Tout à l'heure, les projets, je ne veux pas te couper, mais le rattacher avec justement exactement leur projet, leurs objectifs. C'est ça. Fait que c'est pour ça que on a un modèle d'affaires qui est. Des fois, les gens vont dire pas qu'on a un processus qui est long, mais on fonctionne tout le temps sur base de 2 à 3 rencontres. Ce qui fait que la première rencontre, je vais apprendre un petit peu à comprendre qu'est-ce qui est important pour toi. Après ça, je vais vraiment prendre le temps de tout comprendre, ta situation financière. Puis la troisième rencontre, ça va être vraiment un plan de recommandation que je vais venir te donner. Ce qui fait que de façon systématique avec nos clients, on travaille vraiment en approche globale. Puis c'est comme tu disais tantôt, quand tu vas voir ton médecin, il ne va pas te poser un diagnostic en rentrant dans la porte. Toi, c'est ça que ça te prend. Et voilà. Fait que l'approche globale, c'est ça aussi. C'est prendre le temps d'analyser l'entièreté du dossier pour avoir les recommandations exactes pour le client. Puis ça se fait en prenant son temps et en faisant un travail dans l'entièreté du dossier. Chirurgical. Exactement. Bien, pour toi, Jérôme, j'ai une question. Est-ce que ça pourrait être fait pour moi, ce genre de carrière-là? Ça a piqué ma curiosité. Fait que j'aimerais ça t'entendre. C'est quoi les qualités essentielles là, pour un bon conseiller? Ça prend-il absolument quelqu'un qui a fait une maîtrise en finance? Ben non, absolument pas. Je te dirais, moi, ce que je recherche comme directeur des ventes quand je regarde pour embaucher un nouveau conseiller, c'est ses aptitudes interpersonnelles. Donc, moi, quelqu'un qui est sympathique, qui est dynamique aussi,
puis qu'il il est à l'aise de parler avec les gens, c'est sûr que ça va être un gros plus pour avoir du succès dans notre carrière. Parce que veut pas, c'est de créer des relations, c'est faire du développement des affaires. Donc, quelqu'un qui est capable de bien se présenter, quelqu'un qui est capable de créer des liens, c'est quelqu'un qui il va avoir du succès. Il va avoir du succès. On n'est pas obligé d'avoir la maîtrise en finance ou le titre de planificateur financier pour avoir du succès dans notre domaine. Faut être bon avec les gens. Puis il faut avoir aussi le désir de vouloir aider les gens. Si on a ça en poche, le reste, la théorie, la formation, les produits, nous, on est là pour ça. Fait que le DV, il va pouvoir former le conseiller pour justement tout ce qui est théorique. On s'entend, il y a beaucoup d'affaires à connaître. Fait que si on attend de tout connaître avant de se lancer, ça se peut qu'on se lance pas. Fait que, je vais continuer cette lignée-là parce que, tu sais, peut-être quelqu'un qui entendrait ça pourrait dire, ben, quelqu'un qui s'en va dans ce domaine-là puis qui n'a pas les connaissances techniques, il me semble que ça clash un peu. C'est pas que c'est pas important, c'est qu'il y a une équipe qui est en arrière pour être capable de s'assurer qu'on va présenter. Tu l'as dit, Michael, tantôt, on va présenter on va faire 2, des fois 3 rencontres avec le client. Bien, il y a du travail qui s'est fait au bureau, qui y a une consultation. Tu as parlé tantôt, Jérôme, des équipes qui peuvent nous supporter à distance, des équipes du siège social, en assurance, en épargne, dans des situations touchées. Fait que c'est extrêmement important en compétences techniques, mais on est capable de venir supporter en arrière. Mais le relationnel, c'est difficile à enseigner quand même. Ben absolument. Puis ici, quand on parle à nos candidats, il y a trois critères, en fait, qu'on appelle le coffre à outils. Regardez, il y a le savoir-être, il y a le savoir-faire, puis le faire. Mais nous, ce qu'on va regarder chez un candidat au moment de l'embauche, du processus de sélection, c'est le savoir-être. Le reste, le savoir-faire, puis comment le mettre en application, qui est le faire, c'est nous qui va l'amener via de la formation, via de l'accompagnement. Fait qu'au final, nous, on va engager une personne, on ne va pas embaucher un CV. Je le vois comme ça. J'aime ça. Puis c'est quoi pour toi, Michael, un conseiller à succès? Sans reprendre les mots de Jérôme, effectivement, on est beaucoup dans une approche de... tu sais, des fois, l'universitaire, peut-être qui va sortir du bac en finance, va être le candidat idéal. Tu sais, souvent, oui, peut-être, mais la réponse, souvent, c'est peut-être plus dans le savoir-être, ce que Jérôme expliquait tout à l'heure. Puis dans le fond, à l'agence, on a comme un gros tableau. On appelle ça les 10 commandements. Puis en fait, c'est des compétences, des aptitudes qui fait que je pense qu'un conseiller qui est en mesure de cocher les 10 à chaque semaine va être un conseiller à succès inévitablement. Puis même que, je vais vous les dire, on les a apportés pour vous aujourd'hui. On a à être passionné, avoir une bonne attitude, être à l'heure, communiquer positivement, vouloir apprendre, bien évidemment, donner dans toujours plus. Fait que, tu sais, c'est exemple, atteindre les standards plus 50 %, on pourrait dire. Être préparé, être intègre, de la discipline puis de l'intensité. Fait que je pense que si un conseiller ou quelqu'un qui intègre l'organisation puis qui a ça en tête, c'est sûr que ça va devenir un conseiller à succès. Je suis 100% d'accord. On parle de beaucoup de choses positives, mais en toute transparence, il doit y avoir des points moins positifs là, de la carrière. Qu'est-ce qu'on pourrait nommer, si je commence par toi, Michael? C'est sûr qu'on a un rôle, la carrière de conseiller financier, entrepreneur, là, avoir une certaine liberté. Je pense que c'est vraiment celle-là. On en discutait tout à l'heure avec Jérôme par rapport à la liberté. Personnellement, aujourd'hui, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux que la carrière m'apporte parce que avec l'expérience, la discipline, c'est pas nécessairement quelque chose qui me nuit. Mais pour quelqu'un qui intègre l'organisation, d'avoir une liberté, je dirais quand même assez souple, ça peut vraiment nuire à la carrière. Fait que souvent, j'appelle ça un peu la liberté versus de procrastiner. Fait que c'est juste de faire attention parce qu'au final, tout peut être mis à demain. Ce qui fait en sorte que si quelqu'un arrive avec ce genre d'attitude-là, c'est clairement pas une bonne idée de s'en venir chez nous. Parce qu'on a la liberté d'action un peu dans le cadre, dans suivre la recette parce qu'on sait qu'il y a une recette qui amène du succès, mais on a la responsabilité de faire arriver les affaires aussi. Fait que c'est ça. Jérôme, je te relance la question. Un peu pour revenir à ce que Michael disait,
c'est sûr le côté moins positif qu'on va aussi retrouver dans notre carrière. Puis ça peut amener des fois des remises en question. Puis je pense, Michael l'a déjà vécu, je l'ai déjà vécu. Assurément, tu l'as sûrement déjà vécu dans le passé. Des fois, on met beaucoup d'efforts, mais les résultats ne suivent pas tout de suite. Puis des fois, ça peut nous décourager, puis ça peut même nous remettre en question. Colin, si tu fais pour moi, je suis bon. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est quand on démarre une entreprise, quand on se lance en affaires, ben, il y a beaucoup d'efforts à mettre, puis les résultats vont suivre, mais ça se peut que ça n'arrive pas le jour 1. Fait, mais c'est de continuer, puis quand on fait les bonnes choses, normalement, les bonnes choses arrivent aussi. Mais c'est pas de se démotiver, mais certains pourraient voir ça comme un moins bon côté parce que parfois, on peut être découragé parce qu'on aimerait ça que tout se passe plus rapidement et qu'on puisse concrétiser nos objectifs rapidement, mais c'est un travail de plus longue haleine, mais qu'au final va apporter des beaux résultats. Puis je t'écoute, Jérôme, là, ce que tu dis, j'ai eu plein de flashs en tête de des personnes, de des situations que j'ai vécues aussi. Là, c'est pas un long fleuve tranquille, puis c'est pas parce que tu as eu la meilleure semaine de ta vie que la prochaine va être pareille aussi. Mais si on accepte ça, qu'on chemine, on en parlait en rencontre d'agence, si on regarde où est-ce qu'on était il y a 6 mois, on a fait toute une progression, tout individuellement, en équipe, et tout ça, et d'accepter ça. Ben, j'aime ça. Ben, je pense que c'est important d'être transparent et de le dire. Des fois, il y a la responsabilité des résultats ensuite de ça. C'est peut-être aussi faire un parallèle. Des fois, c'est un peu niaiseux, mais je pense qu'il illustre bien, peut-être à certains moments, qu'est-ce que ça peut être. Des fois, je fais un parallèle un peu comme le jardinier. T'sais, le jardinier qui va faire, exemple, un beau pot à fleurs ou, exemple, une plate-bande super qui va planter toutes ses fleurs, ses graines. Peut-être qu'il va avoir passé la journée à faire ça. Mais moi qui arriverais et qui regarderais ça, finalement, je vois quoi? Rien. Fait que fort probablement, en cours de route, en cours de temps, ça va fleurir. Puis c'est un peu ça, je pense, notre rôle. Souvent, on va se mettre dans l'action. On va voir des clients. Tout à l'heure, j'expliquais que c'est sous forme de 3 rencontres. Fort probablement, le client, je ne vends pas un char. C'est sûr que si demain matin, on s'en va vendre des véhicules, peut-être que le client qui rentre, je vais lui donner le set de clés, puis il va t'amuser, puis le client va se le vendre tout seul, le véhicule, puis ça va se faire là. Nous, notre travail, on est un peu en train de, comme je disais tout à l'heure, de connecter avec les gens. Fait que c'est quelque chose qui se bâtit à long terme. Fait que ça, un peu comme Jérôme dit, je pense que ça fait partie de, je dirais pas des moins bons côtés, mais peut-être des côtés qui peut des fois décourager, si je peux dire, vraiment en étant sincère. Là, des fois décourager. D'avoir la vision long terme, je pense aussi, puis de regarder comme quelqu'un qui s'entraîne. L'exemple de quelqu'un qui jardine, tu sais, aujourd'hui, si tu as passé 12 heures, ça ne veut pas dire que tu vas avoir des grands résultats. Là. En plein ça. C'est un bon point que tu apportes, là. Puis pour faire un petit retour sur ce que tu disais tantôt, là, que c'est pas un long fleuve tranquille. Ben, moi, j'ai un ancien mentor qui m'avait déjà dit, notre carrière, désolé de l'anglicisme, never too high, never too low. Fait que même si on a une semaine qu'on se prend pour un dieu parce que tout le monde nous a dit oui, tout est allé nickel, ben la semaine prochaine, on recommence. Fait que c'est pas parce que la semaine passée, tout a bien été que ça va suivre. Fait qu'il faut continuer à faire les bonnes choses. Puis même chose, si ça va mal, ben remets pas en question tes façons de travailler, puis c'est... Continue, puis tu vas pouvoir, ça va pouvoir reprendre dans les prochaines semaines. Par contre, on peut toujours devenir meilleur. On peut toujours devenir meilleur. Absolument. Bon point. Absolument. Là, OK, petite question pour vous mettre à nu un peu, mais j'aimerais ça t'entendre sur des coups durs. Ben, au niveau des coups durs que j'ai pu avoir dans ma carrière, puis je vais reprendre l'exemple de Michael qui parlait du jardinier. Qui plante ses graines, puis il attend que ça pousse, puis qu'il puisse le récolter. Ben, une erreur que j'ai faite, puis qu'on a sûrement un peu toute faite indirectement, c'est focusser sur récolter une fois que les graines sont sorties, mais arrêter de semer des nouvelles graines. Fait qu'une fois que tu as fait la récolte, puis après ça, hey, good job, on a eu une belle semaine ou un beau mois. Colin, il n'y a plus rien dans le pipeline. On fait quoi? Fait que là, on dirait de recommencer à zéro encore, de replanter des graines puis attendre que le résultat arrive. Fait que c'est ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il faut toujours alimenter notre roue. Donc oui, c'est important de récolter, mais il ne faut pas oublier de semer des graines puis s'occuper aussi des clients qu'on a déjà récoltés dans le passé, continuer à donner du service pour conserver notre récolte.
si je peux le dire comme ça. Trouver cet équilibre-là. Absolument. Pas de temps si simple que ça. J'aime ça. L'équipe parfaite pour Ouais. toi, Michael, c'est quoi? Écoute, en quelques mots, je résumerais vraiment ça à faut le faire. Je pense qu'on a discuté de beaucoup de choses tout à l'heure, les 10 commandements que j'expliquais. Ben, je pense que c'est juste de le faire, de se mettre dans l'action. La procrastination, là, des fois, c'est un mot que j'utilise beaucoup dans ma carrière. Pas parce que je le fais, mais parce que c'est quelque chose qui va beaucoup nuire. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, en tant que, on est tous là un petit peu à développer notre commerce, notre propre franchise, si on peut dire, je pense qu'on a la responsabilité de le faire et de se mettre dans l'action. Fait que mon équipe parfaite, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête, mais mettons que je résumerais ça serait juste de le faire, de se mettre dans l'action, de ne pas se casser la tête, de rencontrer des gens, de connecter avec les gens, d'apprendre à comprendre qu'est-ce qui est important pour eux. Puis fort probablement, c'est sûr qu'on va avoir du succès et ça va fonctionner. Puis Jérôme, je te relance la question. Michael, ce que tu as dit, c'est super bon. Puis moi, en fait, selon moi, l'équipe parfaite, c'est toutes des gens qui ont envie d'avancer puis qui sont ambitieux. Puis quand je dis ambitieux, chacun peut être ambitieux à sa façon, mais moi, ce que je veux, c'est d'avoir des conseillers qui ont tout un objectif puis qui l'ont en tête. Puis c'est ça, c'est vers là qu'on s'en va. Fait qu'avoir un plan de match concret, ça va être beaucoup plus facile à pouvoir suivre les résultats, suivre la cadence. Comme ça, en tant que directeur des ventes, c'est beaucoup plus facile d'aider quelqu'un qui a des objectifs à atteindre parce que c'est quantifiable, on est capable de voir l'évolution. Versus quelqu'un qui dit « Ouais, Simon, elle vient que pour eux, on verra ce qui se passe. » Bon, c'est pas pour te couper, Jérôme, mais il y avait déjà un bon vieux loup de mer qui m'avait dit, c'est pas comment qu'on va réaliser notre projet, mais pourquoi on le fait. Ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Puis, tout à l'heure, on avait parlé de l'intensité aussi. Je pense que c'est de vouloir avancer. J'ai le goût de vous partager ma vision de l'équipe parfaite, dans le fond. Parce que je considère qu'on a l'équipe parfaite, autant l'équipe de direction que l'équipe de conseillers. Puis, c'est quelque chose qu'on regarde beaucoup aussi quand on parle d'ajouter des nouvelles personnes aussi, de s'assurer que ça s'en va dans la même lignée. Là. Mais l'équipe parfaite, pour moi, c'est quoi? C'est de s'aligner avec deux choses qui m'allument, la croissance puis le plaisir. Okay? C'est important d'avoir du plaisir à faire de la croissance, mais si tu fais de la croissance, tu n'as pas de plaisir, tu vas arrêter rapidement aussi. Puis si tu as juste du plaisir à ne pas faire de croissance, à un moment donné, tu vas arrêter d'avoir du plaisir aussi. Fait que les deux sont quand même assez liés aussi. Puis ça ne veut pas dire, on en parle tantôt, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des journées, il y a des éléments plus challengeants aussi, mais ça fait partie de la game. Ouais. Acceptons ce bout-là aussi, puis de le faire, faire arriver les choses. Fait que merci, messieurs. Ça termine le podcast. Merci, Simon. Merci. Merci d'avoir été là. Puis ceux qui ont des questions ou qui auraient de l'intérêt pour rencontrer un conseiller, peut-être postuler, n'hésitez pas à communiquer avec une personne d'entre nous. Ça va faire plaisir de prendre un moment et de vous aider.